Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir, merci Jean-Paul, merci d'être là. Je vois que quand on passe un film rare, il y a encore plus de gens, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce cycle sur le mélodrame, c'est que vous allez bien sûr voir revenir des situations, des tensions, hein, et surtout des tensions de classe. Bien sûr, c'est l'un des nœuds de tous les mélodrames, mais en même temps, il y a une grande variété. Donc, on était avec Greta Garbo la dernière fois, et ici, on est dans un tout autre univers, justement beaucoup plus américain, avec Barbara Stanwyck, et ça fait le lien avec le cycle de l'année dernière sur Frank Capra, puisque je reconnais quelques spectateurs qui étaient là l'année précédente et qui ont peut-être parfois découvert véritablement Barbara Stanwyck au début des années 30, quand elle avait encore ses dents pas tout à fait droites, notamment pour The Miracle Woman, la femme au miracle, où elle jouait cette prêcheuse, là, cette télé-évangéliste avant l'heure. C'était assez extraordinaire. C'est un film qui, s'il avait été sorti par un plus grand studio que la Columbia, aurait vraiment marqué beaucoup plus l'histoire du cinéma. Alors là, on est en 1937 et c'est un film de King Vidor dont vous avez peut-être vu, si vous avez la chance et le bon goût de regarder encore des films muets, dont vous avez peut-être vu le formidable mélodrame qui est La Foule. Le film de 1928 sur ce nouvel immigrant à New York. On le voit arriver du bateau, et en plus il est né un 4 juillet, et voilà, et ce qui lui arrive, son destin à New York. Vous connaissez sinon peut-être King Vidor pour des films plus tardifs. Alors, Notre pain quotidien en 1934, ou plus probablement Duel au soleil, ou bien Le Rebelle, un film assez impressionnant sur cette figure d'architecte ultra individualiste et un peu, d'une exigence assez étonnante, joué par Gary Cooper, donc le rebelle, The Fountainhead, que je vous recommande aussi. Je ne vais pas en dire plus sur le film, mais ce serait formidable qu'on puisse ensuite échanger, notamment sur la mise en scène de ce mélodrame maternel, on peut dire. Hein, on pourrait dire en quelque sorte c'est l'un des sous-genres du mélodrame, des intrigues dans lesquelles la relation entre une mère et son enfant est au centre. Bien sûr, on peut dire que Charlie Chaplin, d'une certaine façon, a ouvert la voie, puisqu'il y a souvent, il reprend souvent ce motif de la mère, alors soit à qui on a enlevé son bébé, soit elle a dû l'abandonner, etc. Mais c'est vrai que le mélodrame maternel prend un tour complètement nouveau, et je dirais même moderne, dans le cinéma des années 30. Et donc je suis assez curieuse de savoir ce que vous en penserez, et ce que vous penserez de cette fin du film qui a fait date. J'en en dis pas plus. Bon film. En fait, j'ai assez envie, assez vite, de vous passer la parole, parce que, en le revoyant, je me disais que c'était un film qui allait loin dans ce qu'on avait déjà vu dans le précédent film, si vous étiez là, c'est-à-dire ce film tiré de La Dame aux Camélias avec Garbo, le roman de Marguerite Gauthier d'après Cucor, à savoir le moment où la femme se sacrifie pour une raison sociale, pour une contrainte sociale, en l'occurrence dans le roman de Marguerite Gauthier, donc l'intérêt de la classe bourgeoise du jeune homme, vous vous souvenez, Armand Duval, dont elle est amoureuse, et le plaidoyer du père. Hein. Et donc on a une sorte de variation là-dessus. On a aussi cette figure sacrificielle, mais en fait ici c'est à la fois beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus grossier, c'est-à-dire que chaque étape durant laquelle Barbara Stanwyck, Stella abandonne entre guillemets son enfant, et puis on se dit non, elle va quand même pas aller jusque-là, etc. Donc il y a un côté peut-être plus difficile à admettre aussi, du fait que c'est un film quasi contemporain, qui commence en 1919 mais qui va jusqu'à l'année à peu près de son tournage. Donc c'est un film contemporain de son tournage, donc plus moderne. Donc on a aussi
plus de mal à admettre peut-être ce type de comportement. Mais en tout cas, voilà, je me disais en le voyant que peut-être que ce serait plus difficile pour vous d'admettre peut-être le comportement du personnage, et j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on parle aussi, bien sûr, de la fin. Moi, je connaissais pas ce film. J'avoue, j'ai adoré. Je kiffe le film, je le connaissais pas. Il m'a rappelé, pour parler un peu du film, il m'a rappelé Scarlett O'Hara, sa force et tout ça. Ou Eve, dans All About Eve, elle veut réussir à tout prix, elle y va, elle fonce et tout ça. Et en ça, je le trouve vachement moderne, parce que et féministe aussi, parce que c'est quand même une femme qui se bat, qui veut faire sa vie, quoi qu'il en coûte, et malgré, à cette époque, hein, on voit que le mari, il prend les décisions à la place de sa femme, c'est ce qu'il n'arrête pas de faire ou qu'il veut faire. Elle a tout compris, elle est libre, elle est bien, et elle va transmettre ça à sa fille. Pas directement comme ça, mais moi, ce que j'ai compris, hein, à mon niveau en tout cas, c'est que sa fille prend le relais. C'est-à-dire, elle lui tend le bâton pour le relais, pardon, pour atteindre l'objectif de sa maman, peut-être, que c'était d'accéder à cette classe sociale qui fait rêver. Oui. C'est intéressant que vous nous rappeliez qu'il y a 2 étapes, c'est-à-dire la première étape d'ascension sociale, c'est elle-même, Stella, qui repère le personnage joué par John Bowles, donc Steven, et qui va tout faire pour se marier avec lui, et ça marche même très vite, ça marche presque tout de suite, et vous remarquerez d'ailleurs que leur mariage est caché dans une ellipse, on ne voit pas leur mariage, hein, ça va vite, ça. Et puis que l'étape encore supérieure, c'est-à-dire une classe bourgeoise ou quasi aristocratique, disons pour l'Amérique, mais en tout cas une classe bourgeoise que lui a un peu perdu, puisqu'on comprend que comme son père s'est suicidé après la crise de 1929, voilà, il est parti loin de New York par une sorte de honte sociale. Mais donc il va lui regagner la classe qu'il avait dû quitter. Donc effectivement, ça se fait en 2 étapes et sur 2 générations. Mais le fait que vous disiez qu'elle est libre, etc., vous admettez que c'est un peu paradoxal de parler de liberté, alors que le personnage, finalement, il lui arrive plein de choses. Et on peut se poser quand même des questions sur sa capacité à être sujet de ce qui lui arrive, à être vraiment celle qui décide de ce qui lui arrive. Je pense au fait que tout le film est une sorte d'oscillation ou de zigzag entre des choses très velléitaires, volontaristes, de la part de Stella, c'est-à-dire que non seulement elle jette son dévolu sur ce Steven, mais elle va carrément aller acheter de la nourriture, faire croire qu'elle apporte la nourriture à son frère, mais en fait s'introduire dans le bureau, etc., quitte à mentir sur le fait qu'elle a fait elle-même les sandwichs, etc. Donc c'est quelque chose d'assez élaboré, en fait, son plan, et en même temps, donc on voit pas le mariage, et puis on voit qu'elle a son premier enfant très vite, et ce qu'on comprend, c'est ça l'intéresse pas tant que ça, par exemple d'avoir un enfant, pourtant elle l'a, ou de s'occuper de son bébé, pourtant elle s'en occupe, et donc je trouve que le film n'arrête pas comme ça de la placer dans une position où nous-mêmes on n'est pas entièrement certain ni de sa liberté, ni de le contraire de son esclavage ou de sa contrainte absolue. Et je trouve que c'est ça qui est un peu déroutant, mais qui est en même temps qui fait le côté un peu répétitif, mais en fait pas si répétitif que ça du film, puisque en fait j'ai l'impression que c'est presque une série de moments où il lui arrive quelque chose qu'elle subit, hein, par exemple elle s'aperçoit que personne ne vient à l'anniversaire de sa fille qu'elle a préparé. Ou bien plus tard, bien sûr, l'une des scènes que je préfère, enfin,
en même temps la plus cruelle, en deux parties, celle du, comment on appelle ça, du country club, des étudiants, avec... C'est l'une des celles que je préfère parce que le film n'est pas très remarquable par son style. Enfin, il me semble. C'est un très très bon directeur de la photographie, Rudolf Maté. D'ailleurs, il a fait lui-même après des films, ou même au même moment, il en a peut-être fait. Mais je veux dire, le style visuel n'est pas, il n'y a pas des effets, il n'y a pas des grands effets de mise en scène. Mais par exemple, dans cette scène où ils sont au comptoir, vous vous souvenez que tout est vu dans le miroir. Ça, c'est assez malin. C'est-à-dire qu'on est face aux jeunes gens. Donc nous, on est du point de vue du miroir et on la voit, elle, vraiment rentrer, mais on comprend à cause de leur regard frontal et de leur réaction qu'ils sont en train de la voir, elle, arriver dans le miroir, avec ce petit temps en plus de retard où tous les autres amis voient tout de suite qu'elle est rentrée et commentent, et l'autre est tellement prise par son truc amoureux avec le jeune homme qu'il y a un effet de différé, et ça ne lui arrive qu'après que c'est sa mère et que c'est la mère dont les autres se moquent depuis longtemps. Donc ça, je trouve qu'il y a vraiment tout un timing dans cette séquence et tout un travail de composition de l'image assez complexe, et surtout la séquence est en deux parties, puisque ensuite il y a le retour de bâton, si on veut, dans la couchette. Moi, je crois que c'est la scène que je préfère, la scène du train couchette. Alors, pas du tout réaliste, au sens où on n'a pas l'impression d'être dans un train, hein, ça bouge pas, c'est complètement... Il y a un statisme, de toute façon, dans le film, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il est sec, il va droit à l'objet de la situation, il s'embarrasse pas de créer des choses réalistes du point de vue, justement, du décor extérieur, mais on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, dans cette scène du train, évidemment, ce qui est beau, c'est qu'à la fois ça rejoue comme un écho amer de ce qui s'est passé dans le country club, comme si on avait besoin. On n'en a pas besoin. Du point de vue du récit, ça s'est passé une fois, on n'a pas besoin de le réentendre. Mais évidemment, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait qu'on comprend que la mère est tout à fait consciente de ça. Donc on voit la mère entendre cela, ce qu'on n'avait pas vu dans l'autre scène, où c'était plus, tout était plus autour du visuel sur elle. On était sur comment dire, son ego, son narcissisme particulier de femme qui porte des vêtements voilà, très, très voyants et qui trimballe ce narcissisme comme ça un peu partout, quitte à faire honte à sa fille. Dans ce deuxième temps, on s'aperçoit qu'en fait elle entend et ça, il y a vraiment que Barbara Stanwyck, à mon avis, qui peut le jouer quand même aussi bien, de simplement montrer, elle est allongée comme ça et elle entend ça, et on voit que elle a une stratégie d'une certaine façon. Sa stratégie, c'est de se rendormir déjà, de faire semblant qu'elle dort dans un premier temps, et je trouve évidemment la scène aussi très belle par le fait qu'on voit la fille qui ensuite choisit d'aller auprès d'elle et de finalement dépasser sa honte sociale, on peut dire, dépasser sa honte. Voilà, donc ça, je trouve que... Oui, allez-y. Et ce que j'aime bien aussi dans la scène, juste dernière chose, c'est vous avez remarqué le ralenti quand elle se glisse dans la couchette, le léger ralenti comme ça qui fait qu'elle se... Oui, alors j'avoue que j'ai pas du tout la même vision sur le film, parce que pour moi, c'est plutôt montrer la difficulté qu'elle a à s'extraire en fait de son milieu naturel, son milieu dans lequel elle est née. Elle demande d'ailleurs au début du film à Stephen de l'aider à sortir de ce milieu-là en lui montrant comment se tenir, comment s'habiller, etc. Chose qu'il ne fait pas trop d'ailleurs. Et en fait, tout ce qui lui arrive, c'est pas tellement qu'elle le subit, c'est qu'à chaque fois, elle retombe en fait dans... Alors, je sais, c'est pas le bon mot en disant travers, mais enfin, son fonctionnement. Et c'est surtout à la fin, elle va se rendre compte qu'elle n'arrivera pas à sortir de ça, et que c'est pour ça qu'elle libère sa fille. Et ce que je trouve quand même assez étonnant, en dehors de la remarquable relation d'amour qu'il y a entre la mère et la fille, et qui est particulièrement forte, c'est comment est-ce que cette mère-là
avec son statut, enfin tout ce qu'elle a de son statut social, qui arrive à élever sa fille qui en fait est déjà dans les standards de la classe sociale supérieure. Donc là, je trouve qu'il y a un décalage. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais donc, quand vous dites qu'elle subit des choses qui lui arrivent, c'est plutôt, j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui retombe. Et je trouve que c'est un petit peu même exagéré. La scène que vous trouvez très bien, et c'est vrai qu'elle est très belle, en fait, c'est quand même la seule fois dans le film où elle se met autant de bracelets au bras et autant de francs-freluches, etc. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas là où on comprend, ou même légèrement après, que en fait, il y a toujours ce point un peu comme un vêtement réversible elle ne fait pas exprès, c'est-à-dire que, comme vous dites, elle retombe, c'est quelque chose de quasi névrotique ou qui vient de sa classe, d'un certain goût de, pas de nouveau riche, mais enfin un petit peu de parvenu, voilà. Donc ça, ce serait du côté quand même de subir, dans le sens où on agit sans vraiment calculer, pouvoir maîtriser, et d'un autre côté, tout de suite, c'est ça que je voulais dire, dans le côté réversible, c'est que dès qu'il s'est passé un épisode comme ça, ensuite elle le retourne et elle va le performer, elle va aller jouer ça. Donc par exemple, ensuite, on voit qu'elle fait semblant de se préparer pour recevoir cet amant complètement alcoolique et inintéressant, quand elle met avec le bouquet de fleurs, etc. Et donc là, elle est déterminée, pour le coup, à faire fuir sa fille. Ah, complètement. Ah oui, là, sur cette scène-là, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, ça se retrouve un peu tout le long du film, ça. Je ne sais pas si elle fait exprès d'être comme elle est dans le country club. C'est pareil, la scène du train, en fait, elle ne se rend pas compte que le fait que personne ne vient à la fête d'anniversaire, c'est parce qu'elle s'est comportée de cette manière-là dans le train. Ça, par contre, elle ne l'a pas vu. Et il a fallu qu'elle le prenne un petit peu en pleine face en entendant, enfin, dans le deuxième train, là, dans la couchette, et c'est là où elle va réaliser. Mais avant, je crois qu'elle ne se rend pas compte. En même temps, elle a entendu les professeurs, les deux femmes un peu, un peu au look très sévère, là, quand elles étaient dans le train, vous vous souvenez? Mais j'ai pas l'impression, enfin, je sais pas, mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle les entendait. En tout cas, cette séquence se passe et elle ne dit rien. On ne sait pas vraiment. C'est filmé de telle manière plusieurs fois où on ne sait pas vraiment à quel degré de conscience elle est. Et puis de toute façon, le désastre arrive, enfin la honte et c'est comme si, d'une certaine façon, elle avait besoin que ces petites catastrophes en série arrivent pour justement, à la fin, se déprendre. On pourrait dire ce n'est pas se déprendre de sa fille, sinon se déprendre, alors comme vous disiez, de lui avoir transmis quelque chose. Donc elle-même, elle ne va plus courir après un statut, et puis quand même aussi, quand même se déprendre, y compris du sacrifice maternel. C'est ça que je trouve assez étonnant dans le film, parce qu'on peut le lire comme purement la chose la plus mélodramatique au premier degré, à savoir le chagrin que c'est de donner son enfant à la classe supérieure, et en même temps, on voit bien qu'autre chose se trame, et vous l'avez très bien, à mon avis, aussi perçu, c'est-à-dire qu'on peut complètement lire le film de manière soit trouver qu'il est anti-féministe, soit au contraire trouver que c'est l'histoire d'une autonomisation, si on ne veut pas dire libération ou émancipation. Et ça, je pense que c'est dû à la forme, au jeu de Stanwyck, mais aussi à cette fin particulière sur laquelle il faudra qu'on revienne précisément. Comment s'est filmé le mariage à la fin. Alors, je vais un petit peu aller dans le sens de ce que disait Madame. Un truc homme-femme qui est en train de se... L'impression ce que j'ai perçu, c'est que elle a une lecture des codes sociaux, elle les perçoit, mais elle ne parvient pas à se les approprier finalement. Elle a réussi à les transmettre à sa fille, mais elle-même, elle se trouve vraiment en décalage et elle tente de les pratiquer, mais avec beaucoup de maladresse, et ce qui fait qu'on a ce personnage complètement surréaliste.
Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais effectivement, on a les deux. C'est là où vous êtes réconciliés, sans doute, parce que ce qu'on voit dès le début, c'est elle connaît son désir, si on veut. C'est-à-dire qu'elle connaît son désir pour le type, pour Steven. D'ailleurs, à un moment, il lui dit « Mais en fait, pourquoi tu m'as épousée? Si tu ne veux pas devenir une bourgeoise comme moi, finalement, pourquoi tu m'as épousée ?» Elle dit « Mais parce que je te trouve sexy. » Enfin, je ne sais plus quel est le... Donc, par exemple, son désir amoureux, il est clair, et son désir aussi d'aller faire la fête, elle lui dit franchement, moi je me relève de couche, mais je vais bien, je veux aller danser. Donc il y a quelque chose de très direct comme ça dans son désir, et en même temps, le film complexifie, disons cela. On pourrait dire, si on le trouvait entièrement antiféministe, qu'il ose lui faire internaliser, lui faire désirer sa propre répression, vous voyez, en tant que femme. C'est-à-dire que non seulement elle a pas le droit d'être femme, puisque son mari part à New York et qu'elle voit bien qu'elle pourrait le suivre, mais qu'elle serait ridicule dans ces cercles new-yorkais. Donc en fait, c'est quand même un faux choix. Elle n'a pas tant que ça le choix d'aller le suivre. Il rentre dans sa classe à lui. Donc en fait, vous voyez, ce sont des choix. Elle a le choix de lui accorder un divorce, mais qu'est-ce qu'elle y gagne si elle accepte de divorcer? Elle a tout perdu d'une certaine façon. C'est ce qu'elle va finir par dire quand même à l'avocat. Donc tout le film est là-dessus, sur à la fois la netteté de son désir. Et c'est pour ça que je pense un peu comme vous que, en fait, ce qu'elle veut, finalement, c'est peut-être bien être seule. C'est peut-être bien être une mère qui élève sa fille seule, dans un premier temps, et puis ensuite peut-être une femme seule. Et elle le dit assez tôt dans le film. Je crois qu'il n'y a aucun homme qui pourrait... That could get me going. Hein, qui pourrait me... Comment je ne sais plus comment c'est traduit. Qui me réveillerait un peu. Bon. Elle le dit à Ed, qui de toute façon n'a aucune chance auprès d'elle. Donc c'est aussi là le paradoxe, quoi. Alors moi, finalement, le film me fait légèrement penser à un autre film qui pourrait être son pendant opposé. C'est Je, 7 et match d'Ida Lupino, où là, on a une mère qui va programmer sa fille de façon à aller, là encore, plus haut dans l'échelle sociale. Et disons que là, c'est un peu l'inverse du sacrifice. C'est un peu la mère... c'est une forme de sacrifice, quelque part, inconscient, mais puisqu'elle y consacre tout, sa vie, tout passe en fait par sa fille et la volonté qu'elle a de faire réussir sa fille, parce qu'elle-même, elle n'a pas réussi. Donc, quelque part, elle se sacrifie aussi d'une certaine manière, mais on ne peut pas forcément le voir comme ça. Mais du coup, c'est vrai que ça y fait penser légèrement. On peut les mettre en opposition. Oui, cette idée de vivre par procuration. Mais ce qui est intéressant dans ce film-ci, c'est que ce que j'ai appelé ce narcissisme, je ne sais pas, c'est peut-être faute de... cette espèce d'élan vital qui est incarné par Barbara Stanwyck, d'ailleurs aussi dans tous ces autres films d'autres façons, hein, même quand elle jouera dans des westerns et qu'elle a une espèce de poigne, c'est qu'elle conserve elle-même sa propre façon de s'habiller, avec des choses criardes, etc. C'est pour ça qu'elle ne transmet pas toute cette énergie, elle ne se vide pas non plus complètement, ni de son désir propre, à savoir finalement qu'on la laisse tranquille d'une certaine façon, ni de ses façons de s'habiller. Et en même temps, on a vu que elle est toujours dans la performance quand ça concerne la situation sociale de sa fille. Oui, elle joue des espèces de petites pièces pour que ça ait un but. Mais il me semble que, de par la personnalité notamment de l'actrice, on voit qu'elle ne veut pas non plus entièrement passer dans sa fille. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je trouve singulier dans ce film-ci. Pour le dire autrement et pour finalement peut-être un peu reprendre plusieurs choses que vous avez dites, ce qui me frappe,
c'est que non seulement tout le monde a ses raisons, hein, comme dirait Renoir, mais aussi il y a très peu de méchanceté dans le film. C'est ça qui me frappe, mais c'est ça qui dépolitise pour certaines personnes un tel film, c'est-à-dire qu'on a la différence de classe, et ça fait souffrir, mais en même temps, on n'a pas la lutte des classes. C'est pas un film qui montre du ressentiment d'une classe envers l'autre. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que même le mari, donc le mari qui quand même voit d'un œil légèrement inquiet le fait que sa femme fréquente ce type qui fait des blagues tout le temps et qui prend le bébé dans ses bras, etc. Bon, il a cet œil inquiet, mais très vite, en fait, il fait ni de crise de jalousie, ni de grande scène où il part en disant « je vais à New York, reste dans ton milieu ouvrier, etc. » Non. Et finalement, elle non plus. Il y a rien de conflictuel dans le film, et c'est ça qui donne au film son rythme aussi particulier. En fait, il me semble qu'on s'attend à des moments beaucoup plus de confrontation, et on les a jamais. Non, mais moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est elle le maître du jeu, et c'est elle qui mène le film, qui mène l'histoire, et à la fin, c'est sa victoire, elle a réussi. Elle est montée d'échelle sociale, bon, finalement, c'était pas si important. Elle redescend, monte et descend, mais c'est elle qui est l'acteur, enfin, et tous les autres, finalement, sont des personnages secondaires. Oui, j'ai aussi cette impression, et je le développerai sur précisément la mise en scène de la fin. Mais peut-être, monsieur... Oui, je voulais juste réagir à ce que vous venez de dire sur la non-conflictualité entre les classes sociales. En effet, mais il y a peut-être pire, il y a du mépris. Alors, il n'y a pas simplement une description factuelle de différence de classe sociale. La scène du country club, où je ne sais plus, où il se moque, ou à nouveau dans le train aussi, il se moque. Il y a un mépris qui, évidemment, va blesser la fille, mais là c'est très ressenti. Et la scène du rire qu'elle ne maîtrise pas avec le poil à gratter, là aussi on a simplement cette différence de comportement où on rit comme un enfant sans filtre, sans contrôle, et là ce mépris là il est écrasant, il est accablant. Ça me rappelle juste alors c'est pas un film, c'est dans un roman de Maupassant que je lisais il y a pas longtemps. Il décrit la différence de rire, Maupassant, entre la bourgeoisie et le peuple. Et il dit que dans le peuple, on rit vraiment, le rire est franc et sincère, dans la bourgeoisie, on fait semblant. On ne rit jamais. Voilà, cette scène m'est revenue en voyant ce rire-là qui a choqué, tout simplement. Et donc c'est le mépris que moi j'ai ressenti ici. Et puis peut-être une réserve sur l'éducation de cette jeune fille. Il y a une ellipse de 13 ans. Et l'accent populaire qu'emploie Barbara Stanwyck, il est très marqué. Et donc, quels que soient les efforts qu'elle fait pour adopter les codes, son accent la trahit. Et comment sa fille, qui est élevée par elle essentiellement, dès l'enfance, dès la prime enfance, échappe à cette modalité de l'expression qui est quand même la marque même du statut social. Voilà. Et là, que cette fille soit une bourgeoise accomplie très vite, jusqu'à l'âge de 13 ans, on se demande comment ça a pu se réaliser avec tout l'amour que sa mère lui porte, mais aussi avec son expression permanente qui est tout à fait marquée dans le film et très bien réussie par l'actrice. Bah, c'est un peu ce que vous disiez, madame, comment elle a pu devenir ce qu'elle est, la fille, avec une mère comme ça. Moi, au contraire, je trouve ça tout à fait, pour le coup, entre guillemets, vraisemblable, enfin en tout cas pour moi, crédible. C'est comme les gens bilingues, enfin, on a aussi un bilinguisme du sociolecte, à mon avis, d'abord parce que l'école et la peer pressure, justement la pression des gens de votre âge, de la cohorte de votre âge, c'est quelque chose qui vous façonne aussi, et on le voit dans les scènes au country club, enfin je dis country club avec les étudiants, elle fait partie d'un groupe d'étudiants, elle fait partie d'un cercle, donc voilà, elle est allée à l'école avant, et puis surtout si la projection ou le projet de sa mère réussit sur cet enfant, ça peut être comme ça.
C'est-à-dire que le désir de la mère, qu'elle soit comme le père, on pourrait dire, elle le dit d'ailleurs même dès qu'elle est bébé, hein, c'est le portrait craché de son père, etc. Tout ça est évidemment une projection. Elle ressemble ni plus au père, ni plus à la mère. Donc je peux imaginer que l'enfant, sachant tout ça, grandisse comme ça. Moi, ça me choque pas particulièrement. Mais juste, vous avez raison sur le rire, qui est en fait l'équivalent, infraverbal, mais disons sonore, de son accoutrement trop sonore, de son accoutrement criard, cette idée que les riches peuvent maîtriser, peuvent retenir, peuvent contenir, etc. Tout ça, c'est à voir avec les yeux du mélodrame aussi. C'est là où, en fait, dans ce film-ci, par exemple, le fait qu'elle rit comme ça est mélodramatique. Pourquoi ? Parce que le mélodrame, il fonctionne, je pense que je l'avais déjà dit peut-être la dernière fois, mais j'ai pas donné une espèce de définition comme ça finale du mélodrame. Je disais qu'on le verrait film par film, mais en tout cas, il me semble avoir dit que le mélodrame, on ne peut pas le caractériser par des péripéties précises qui arriveraient. Il n'y a pas de récit ou même de thématiques récurrentes, même si la question des différences de classe revient quand même très souvent dans les mélodrames, mais parfois il y a des histoires filiales, maternelles, parfois non, c'est amoureuse dans un couple et tout ça. Donc c'est difficile de le situer, mais par contre il y a une chose qui revient, et c'est ce mode de l'excès. En fait. Alors souvent, c'est des excès de choses qui arrivent, de grands drames qui arrivent aux personnages, de sentiments, de passion, etc. Et ici, le film est beaucoup plus séculier d'une certaine façon. On a l'impression que c'est la vie quotidienne aussi des Américains, la dinde. Enfin, il y a quelque chose d'un peu trivial, quoi. De toute façon, cette dinde est ballottée comme ça. Bon. Les détails de comment elle se maquille, mais en fait, l'excès passe là-dedans. Effectivement, il passe dans le corps qui ne se retient pas, dans le rire sans filtre, etc., dont vous parliez. Donc c'est une modalité un peu non noble, disons, du mélodrame, que je trouve intéressante dans la façon dont elle est exploitée ici. Elle est rendue quotidienne, d'une certaine façon. Alors peut-être, si vous avez une toute petite patience, je voudrais vous passer un extrait d'un film, parce que finalement, ce Stella Dallas, ce film qui avait déjà eu, vous avez vu que c'est tiré d'un roman d'une femme qui a aussi écrit un roman qui a fait un très grand mélodrame qu'on ne peut pas vous passer parce que la copie n'existe pas, mais à un moment je vous montrerai un extrait qui s'appelle Now Voyager, une femme cherche son destin. Bref, donc ce film, il a déjà été porté à l'écran en 1925 par Henry King, mais la vraie version qui a eu du succès, c'est celle-ci. Et elle a marqué, et elle a aussi, elle a aussi impressionné. Et elle s'est, d'une certaine façon, c'est devenu une sorte de référence dans le cinéma américain, ou de cette position, cette posture excessive de Stella Dallas, en tant que dans sa féminité, voilà, j'y reviens pas, et cette posture aussi excessive du sacrifice maternel. Et ça a été repris et traité de manière différente. Et autant là, je disais, pour moi, il y a quand même cet amour dont vous parliez, mère-fille, il se répand, il contamine un petit peu quand même tout le film, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi conflictuel en tout cas qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit, autant dans un film qu'on avait passé quand on passait des films en ligne parce que c'était le Covid, le roman de Mildred Pierce, vous voyez, de Michael Curtis, qui date de 1945 avec Joan Crawford. Il y a une scène qui cite quasiment Stella Dallas, et j'aurais voulu qu'on la voie. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même tonalité, et que là, pour le coup, c'est aussi plus mélodramatique, de manière plus attendue, d'une certaine façon. C'est-à-dire, elle est pauvre et elle a beau faire des efforts pour offrir une belle robe à sa fille, et finalement, c'est jamais assez. Mais en tout cas, il y a aussi dans le mélodrame maternel cette idée de l'enfant ingrat, et qui n'est pas du tout... C'est ça que je trouve très étonnant dans Stella Dallas, et c'est pas du tout là. Et même quand elle a honte, la fille, ensuite, hop, elle se reglisse dans le lit et elle veut protéger sa mère. Voilà. Moi, je trouve ça assez beau dans Stella Dallas.
Je ne sais pas si vous voulez commenter. Moi, j'aime beaucoup, je trouve terrible, je trouve très cruel. Là, c'est pas la cruauté des autres, c'est la cruauté de la fille elle-même qui dit ça sent la misère, quoi. Et c'est volant, voilà. Bon, ça, je trouve ça de localiser dans le tissu comme ça, le fait qu'il y aura pas de transfuge de classe, quoi. On ne l'y trompera pas, ça suffira pas. Bon, bref, ça, je trouve ça assez terrible. Et dans Mildred Pierce, du coup, Joan Crawford, elle incarne une mère qui, du coup, peut s'élever en fait socialement par son travail. Oui. Et dans Stella Dallas, on a l'impression que c'est impossible. En tout cas, elle reste dans le statut de femme mariée. Enfin, il n'y a aucun moment en fait cette possibilité. On a l'impression qui s'offre à elle. Enfin, est-ce que ça tient à l'époque ou je sais pas oui, au on a discours du film l'impression qu'il faut absolument qu'elle se détache du monde ouvrier qu'on voit au début. D'ailleurs, vous remarquez que le premier plan de Stella Dallas, vous vous souvenez, c'est la sortie des usines Lumière. Enfin, c'est la sortie de l'usine, quoi, vraiment, de manière quasiment documentaire. Et finalement, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle, en tout cas, elle mettra pas elle, effectivement, elle travaillera jamais. Parce que lui, par contre, il me semble que dans le film, il regagne sa position initiale dans la haute société. On a l'impression qu'il le fait à force de travail. On ne voit pas les détails, mais il y a vraiment cette idée qu'il va le mériter, entre guillemets. Oui. Mais elle n'a pas du tout cette démarche ou cette possibilité, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une histoire de possibilité. Ce que je trouve intéressant, c'est justement que ce qu'on voit dans le film, me semble-t-il, c'est pour ça qu'on la voit aller au cinéma avec lui au début, et qu'il y a tout ce long moment que tu as pris d'ailleurs pour la bande-annonce de ce cycle, où elle dit mais je veux pas être comme des gens comme moi, je veux être comme les gens dans le film, raffinés, etc. C'est jamais de l'ordre du quelles étapes je vais remplir pour pouvoir devenir comme eux, soit travailler, soit ne pas travailler. C'est de l'ordre de l'imaginaire, c'est de l'ordre de quelque chose qui se joue au cinéma. D'où le fait que cette séance de cinéma avec Steven, qui n'est pas encore son mari, et ce qu'elle lui confie sur comment elle se projette, hein, on pourrait dire que La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, c'est aussi une variation là-dessus, sauf que la femme, elle saute vraiment dans le film. Donc on est dans le surnaturel, mais au fond qui veut dire un peu la même chose, cette histoire de s'évader, voilà, ou d'aller dans le film. Eh bien, cette séquence-là, elle a l'air de rien, enfin, elle est un peu mignonne comme ça, mais en fait, elle est elle trouvera son exact pendant à la fin, dans la scène finale, que je trouve assez extraordinaire, parce que c'est, comment dire, donc la fin, c'est-à-dire le mariage. Je vous ai dit qu'on n'a pas eu le mariage de Stella avec Steven. On n'a pas eu non plus le remariage de Steven avec Madame Morrison. Donc on attend encore plus. Ça crée une attente sur vraiment la mise en scène d'un mariage, et on n'est pas floué parce que il y a beaucoup de tulle et beaucoup de blanc. Et donc visuellement, cette dernière scène, elle est très hétérogène par rapport au reste. Ne serait-ce que parce que, on ne le remarque pas, mais si je vous le dis, vous allez dire que vous l'avez vu, tous les intérieurs, tout l'appartement de Stella et de sa fille, il n'y a jamais une fenêtre. C'est-à-dire, c'est pas que c'est un appartement aveugle, c'est que c'est filmé de telle manière qu'on ne voit pas le dehors, en fait. Non seulement parce qu'elle bourre tout de meubles, de vêtements, d'accessoires, de miroirs, etc. Mais en tout cas, comme par hasard, dans le grand appartement de New York, à la fin, justement, tout se joue autour d'une fenêtre. Et vous vous souvenez que ça commence avec la deuxième femme de Steven qui dit « Non, laissez le rideau ouvert. Laissez le rideau ouvert pour qu'elle puisse voir. » Quand je disais qu'il y avait moins de conflits que ce qu'on croyait, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que c'est d'une mère envers une autre mère, ou de la nouvelle femme par rapport à la femme d'avant, mais qui en plus veut lui donner, comprend qu'elle est sans doute là et qu'elle veut assister à ce mariage, j'allais dire télévisé. Enfin, c'est comme si le mariage était télévisé pour elle. Mais je dis ça parce que dans la façon dont c'est filmé,
il y a une analogie évidente, me semble-t-il, avec le cinéma, avec ce que nous-mêmes on est en train de voir. Et c'est toujours, je trouve, assez satisfaisant dans un film quand on voit des spectateurs. Enfin, il se passe quelque chose pour nous, spectateurs, quand on voit des spectateurs. Et là, c'est ce qui se passe à la fin. Donc, elle est spectatrice, ou on pourrait dire elle est figurante. Enfin, voilà. Pour elle, c'est spécial. Pour les autres, c'est du sensationnalisme. Mais elle regarde le mariage, elle est émue. Voilà, on voit ses larmes et tout. Mais après, il se passe quelque chose. Vous remarquez qu'elle sourit dans ses pleurs. Et surtout, elle se met à marcher beaucoup plus vite. Et la caméra en travelling arrière devient rapide, de manière complètement, qui n'est pas explicable. Et il me semble que juste par cette mise en scène-là, le détachement, effectivement, s'accomplit, c'est-à-dire de manière beaucoup plus efficace que par des choses psychologiques ou des explications. Et d'autre part, quand même, me semble que ça donne l'impression, non pas de quelqu'un qui renaîtrait comme une femme renaîtrait dans une nouvelle partie de sa vie, enfin bon, peut-être, mais surtout de l'avènement de l'actrice elle-même, j'ai l'impression. C'est pour ça que quand vous disiez, elle est à la fois, elle reste le rôle central, et je trouve que ce dernier plan, on comprend que c'est ça, c'est-à-dire que on a cru qu'elle n'était que spectatrice avec son mouchoir, voilà, qu'elle avait ce côté passif de la spectatrice. Et en fait, elle s'avance vers nous et elle est l'actrice principale au centre de sa propre vie, mais peut-être même aussi la metteuse en scène. Voilà. Et pour moi, son sourire ne s'explique que comme ça, d'une certaine façon. Il est presque, comme on dit, méta-cinématographique. C'est à la fois le personnage et autre chose que le personnage qui sourit. Et il me semble que ça, c'est quand même assez fort dans le choix de mise en scène, même cette accélération-là, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les robes qu'elle confectionne pour sa fille, parce que c'est en complète opposition avec ce qu'elle peut porter, elle. Donc, j'ai l'impression que pendant toute la durée du film, elle lui ouvre la voie pour accéder à la classe sociale de son mari. Et on en revient au sourire et de la fin, et on a l'impression qu'elle est libérée, parce que pour moi, elle a atteint son objectif. Hein. Oui, c'est pour ça que le film n'a pas que plu aux féministes, vous voyez, parce que son objectif a été vu comme une forme de négation d'elle-même. Mais en fait, c'est... Oui, mais elle est restée elle-même, hein, en fait. Oui, je suis d'accord. Mais elle a permis à sa fille d'accéder à une classe supérieure. Hein. Et on le voit bien par les vêtements qu'elle peut lui confectionner, qui sont complètement différents de ceux qu'elle peut porter. Oui, et à tel point d'ailleurs que le côté arbre de Noël, hein, d'ailleurs, elle est appelée un Christmas tree, hein. Le côté arbre de Noël qui est de plus en plus chargé dans ses accessoires et dans ses vêtements, on a l'impression qu'elle accentue cela justement pour mieux distinguer, par une sorte de contraste, pas tant par goût, pas tant véritablement par goût, mais par désir de contraste, il me semble, entre les vêtements qu'elle confectionne pour la fille et les vêtements pour elle. Alors que dans l'extrait qu'on a vu de Mildred Pierce, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la mère commande une robe qui correspond à l'argent qu'elle a et qui est très bien, qui pour elle est à la mesure de ce que sa fille pourrait porter. Et c'est la fille qui dit « Non, mais moi, I wouldn't be caught dead in these clothes. Hein. On me surprendra pas morte, on me trouvera pas morte dans ces vêtements. » Oui, j'étais un petit peu sur ce schéma-là, c'est-à-dire que la vision du déterminisme social que ça nous offre, il est à la fois très clair, mais avec quelques ambiguïtés. C'est-à-dire que très clairement, l'histoire que ça raconte, c'est une femme qui, d'emblée, dans les premières images de film, montre qu'elle veut sortir de sa condition initiale, qui se donne les moyens pour le faire, qui réussit, mais elle réussit avec quelqu'un qui lui-même était en situation de... Inverse.
Donc déjà, il y a une première ambiguïté, puisqu'on voit que le chemin que lui fait donne l'illusion, c'est un peu ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, qui peut changer de classe sociale grâce à son travail, mais en fait, c'est pas vrai. Il revient à son état initial. C'est un accident qu'il a eu. C'est pas grâce à son travail qu'il est remonté, c'est parce qu'il était bien né et que les conditions ensuite ont fait qu'il a retrouvé son amour de jeunesse qui était libre au bon moment pour lui. Et que, inversement, le chemin du personnage incroyable joué par Stanwyck, on a l'impression qu'elle a une espèce d'intelligence de situation. J'ai l'impression qu'elle comprend assez vite qu'elle ne pourra pas atteindre ce niveau-là. Elle a compris ça. Et vous avez raison, vous le disiez, hein, elle ne veut pas le fuir à New York, parce qu'elle sent bien que là-bas, elle ne va pas être bien, quoi. Et à la fois, pour elle-même, elle se construit un espace qui n'existe pas, entre ces deux classes que quelque part elle refuse de rester ou d'intégrer. Elle se met dans un entre-deux. On voit bien qu'effectivement elle a des vraies qualités, y compris qui pourraient peut-être lui faire gagner en élévation et en autonomie à travers la couture, quoi. On a quand même l'impression qu'elle pourrait en faire quelque chose, mais à aucun moment elle donne l'illusion qu'elle veut en faire son métier. Elle le fait parce qu'elle le fait, elle fait ça pour sa fille, etc. Et du coup, vis-à-vis de sa fille, je trouve qu'il y a deux moments qui sont vachement assez marquants. C'est quand effectivement elle va le voir, la future épouse de son futur ex-mari, où elle vend les mérites de sa fille, en disant qu'effectivement elle tient un peu toute sa fille, et son interlocutrice lui dit, et je pense pas que c'était pour être gentille, elle dit non, elle a de tout, elle a de vous aussi. Et dans l'échange qu'il y a, on a l'impression qu'elle réalise encore plus que, oula, ça c'est un danger pour sa fille. C'est-à-dire que même si j'ai réussi à la façonner comme étant issue du bon côté de l'échiquier, en ressemblant à son père, en fait elle va se trimballer toute sa vie le fait que pour de vrai c'est pas vrai. Elle vient là, et donc quelque part on est dans un schéma où elle comprend que pour s'élever il faut qu'elle tue la mère. Et comme la fille est très respectueuse, très gentille, elle ne tuera jamais sa mère. Donc elle se suicide pour elle. Et effectivement la scène de fin, je pense, elle est très jolie parce que finalement ça pourrait être un terrible mélo où ça se finit mal, où elle jette sous un pont. Non, en fait, effectivement, j'avais vu ça aussi comme ça. La dernière scène, elle est au cinéma, en fait. Elle regarde le film qu'elle s'était construit pour elle-même, et elle est contente, en fait, parce que elle est rentrée dans le film à travers sa fille. Et finalement, effectivement, cette démarche sûre d'elle à la fin donne ce sentiment, dit c'est bon, maintenant j'ai trouvé ma place, quoi. Je suis ni en bas, je suis en haut, je suis au milieu et je suis là, quoi. C'est vraiment assez. En fait, c'est assez complet. Ah oui, il y a un autre élément important, je trouve amusant en tout cas, quand la fille intègre son nouveau foyer. Il y a une scène où ils sont dans le boudoir et le père dit je vais quitter, et il lui donne un bocal de poisson rouge. Ah oui. Et c'est assez rigolo, ça, de dire en fait, on a vraiment le sentiment qu'il lui dit c'est bon, t'as changé de bocal, t'es au bon endroit maintenant. Oui, cette histoire de la transplantation. Mais vous remarquez juste que la fille à la fin, alors j'essaye de me souvenir exactement de ces mots, la fille dit je pensais que ma mère viendrait. D'une certaine façon, puisqu'on lui a caché que la mère est au courant de ce mariage. Et ça, je pense que c'est une façon justement de rendre un peu eschatologique. C'est un peu comme dans Elle et lui, quoi, cette idée qu'il y a un dehors, on lui dit qu'il y a un dehors, mais au fond, on lui fait comprendre que là, à ce moment-là, il ne s'agit pas de penser ce dehors. Il s'agit de faire l'image pour la mère, quoi. Il s'agit d'être l'actrice du film qui sera destinée ensuite à la mère. Et elle ne le comprend pas de manière vraisemblable, mais nous, on comprend que
d'une certaine façon, elle sait que c'est ça son rôle, quoi. C'est d'être l'actrice avec le voile, avec tout ça, de jouer la mariée dans le film. Et effectivement, moi, à la fin, en tout cas, j'ai l'impression que la spectatrice qui voulait être dans le film se retourne et avance vers nous et dit en plus, en fait, j'ai compris que le film, c'est moi qui l'ai fait, d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est pas quand même un commentaire que je trouve absolument terrible sur la question du rêve américain, parce que bon, il y a quand même cette idée qu'on fabrique de la représentation, enfin, je sais pas, et que cette satisfaction qu'elle a à la dernière seconde, elle est à la fois, elle peut être réjouissante, parce qu'on peut dire, voilà, elle a réalisé quelque chose, et en même temps, moi, je trouve absolument horrible en même temps, parce qu'elle n'a fait que fantasmer des choses, enfin. Voilà, en fait, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai essayé de dire pendant tout ce temps, c'est-à-dire que il y a que en faisant cette scène, cette dernière scène, Widor trouve non pas une résolution, enfin, il trouve une solution pour que cette ambivalence ou cette ambiguïté reste dans le film. C'est-à-dire que ça n'est pas un happy ending, un happy end au sens où on est tous soulagés que la fille puisse rester grand bourgeoise et que la mère revienne à ses robes à pois. On n'est pas soulagé parce que... Enfin voilà, c'est pas de l'ordre du happy end tel qu'on en a d'habitude à Hollywood. C'est triste en même temps, c'est les larmes et en même temps le sourire, etc. Et qu'en fait, il n'y a que ce travail-là de mise en scène à la fin, de complexification du fait qu'il y a cette dimension méta-cinématographique et tout ça, qui peut contenir les deux affirmations qui paraissent absolument antagonistes, contradictoires. À savoir que ce film serait à la fois une sorte de glorification du statu quo social, et des sexes aussi, parce que et à la fois qu'il nous montrerait le scandale, qui nous indignerait d'ailleurs, comme toi tu t'indignes du scandale que en fait on peut pas si facilement changer sa condition, que comme par hasard c'est la femme, c'est la mère qui finalement approuve en souriant ou en pleurant, mais ensuite en souriant, sa propre négation de voilà. Donc en fait c'est incroyable que, non pas qu'on puisse avoir les deux interprétations selon sa propre subjectivité, mais le fait que lui, il ait délibérément réussi à trouver une idée de mise en scène, disons, qui contienne les deux. Il me semble que c'est ça. Que ça peut politiquement nous indigner. Et d'ailleurs, il a fait d'autres films où il y a une dimension sociale et politique très forte. Donc on ne peut pas le soupçonner d'être un tenant forcément du statu quo. Mais en même temps, c'est pas un film à message sur libérez-vous ou ne vous libérez pas, quoi, il me semble. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, parce que si on prend un regard un peu lointain, on peut dire que c'est chez les classes aisées, l'aisance, la richesse vont de soi et sont une seconde nature. Et on peut opposer, par exemple, les deux femmes, enfin qui sont même pas rivales. Entre Barbara Stanwyck, qui accumule tous les éléments du paraître. Dès le début, elle fait mine d'accéder à la culture pour séduire avec ses deux livres posés là sur le devant. Ensuite, elle multiplie les vêtements. Et à l'opposé, sa rivale, entre guillemets, qui ne l'est pas, est habillée d'une sobriété exemplaire. Elle est tout le temps en noir. Oui. Le mari, il est d'une élégance verbale, d'une maîtrise de lui-même, là encore exemplaire, et c'est quand même assez violent parce que au second degré, ça dit aux pauvres, mais vous avez beaucoup de boulot pour les rejoindre. Oui, oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais dans le sens de la performance, qu'elle a toujours à simuler quelque chose, elle a toujours à performer, quoi. Elle a toujours à jouer un rôle. Elle a toujours à jouer un rôle face à l'autre classe qui, comme vous dites, n'a qu'à ne s'est donné que la peine de naître. Mais ça, je trouve que le film le montre, justement. Et que donc, on ne devrait pas s'étonner qu'elle ait des costumes de plus en plus extravagants. Parce qu'on l'a obligée à jouer. On l'a obligée à se déguiser. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pas une histoire de mauvais goût, c'est une histoire de... Ça souligne le fait que ces rôles sociaux sont des travestissements, quoi qu'il arrive.
Elles sont construites, en fait. Et ça nous fait donc aussi penser que chez les grands bourgeois, ce naturel dont vous parlez, ou cette sobriété dont vous parlez, elle est aussi jouée. Enfin, elle est aussi construite. Donc vous avez raison, ils se donnent moins de mal, mais parce que tout le système est fait pour que... mais c'est tout aussi construit, bien sûr. Juste si ces acteurs-là, ce John Bowles, un peu... Enfin, très beau, mais une espèce de gommeux, quoi. Je ne sais pas comment dire. Et celle qui joue la femme joue notamment quelques années avant dans des films de John Stahl que je vous recommande parce que c'est aussi un maître du mélodrame des années 30 à Hollywood, mais on en entend moins parler. Donc si vous arrivez à les trouver, ils existent. Et ils sont notamment avec ces deux acteurs, c'est-à-dire lui, John Bowles, et j'ai oublié le nom de l'épouse de Madame Morrison. Mais c'est des mélodrames très intéressants dont Douglas Sirk a fait les remakes. Sans les avoir vus d'ailleurs, mais en tout cas, il a tourné des films qui sont basés sur les mêmes scénarios que ces films-là, dont certains qu'on va montrer dans ce cycle. On va montrer deux Sirk, effectivement, mais malheureusement, les stalls n'étaient pas disponibles. Hein, ouais, mais bon, pour ceux qui voudraient creuser... On peut les trouver, oui. Ouais. Bon, je vous remercie en tout cas de votre participation et de votre patience. Et on passe à Lubitsch la prochaine fois, je crois. Oui, avec Ange. Donc, n'oubliez pas de venir. C'est pas un film de Noël, mais c'est quand même un film qui brille. Hein. Vous êtes avec Lubitsch et avec Marlène Dietrich. Bonne nuit.